Bienvenue à cet épisode de La Ruée vers l'or. Je reçois aujourd'hui Simon Robitaille, relationniste de presse, promoteur radio et stratège. Stratège, c'est un grand mot qui veut dire... C'est vague, là. En fait, il y a un flou là-dedans, mais en fait, c'est volontaire parce qu'en fait, ça veut juste dire homme à tout faire de la business. Ça veut dire que je peux conseiller, ça veut dire que je peux orienter les artistes ou mes clients vers répondre à leurs questions, en fait, qui sont un peu plus larges que juste la branche médiatique. OK. Mais on rappelle que tout ça, c'est en musique que tu fais ce métier-là ou un peu plus? J'ai touché un peu à l'humour. J'ai travaillé un petit peu avec des comédiens. J'ai travaillé... en fait, c'est ça, je touche à tout. Hein. Mais c'est principalement en musique. OK. C'est quoi un relationniste de presse? Mettons qu'on veut démystifier ton métier. Ça ressemble à quoi tes journées dans... je dis relationniste de presse, mais et promoteur radio. Ouais, parce qu'il faut savoir, en fait, Expromo, c'est majoritairement du pistage radio, donc de la promotion radio, qu'on appelle aussi tracking. Ouais. Mais je fais aussi des relations de presse. J'en fais un peu. J'en fais sur des projets un peu chouchou, tu sais, que je vois que j'ai envie de m'impliquer. Mais c'est vraiment promotion radio en premier lieu, Expromo, mais dans une autre vie, tu sais, c'est ça, comme, tu sais, pour compléter ce que tu disais, tu sais, ça, c'est un nommé, c'est qu'est-ce que je fais maintenant. Oui, mais okay. Dans un parcours, tu sais, j'ai fait la direction artistique, j'ai fait de la gérance d'artistes, j'ai fait de l'édition, j'ai fait de la production de spectacle, j'ai fait de la mise en scène, j'ai fait des chroniques, j'ai été animateur radio, j'ai fait plein de choses, puis j'ai eu du fun dans tout ça, mais là, à un moment donné, j'ai resserré tout ça. Donc, l'homme à tout faire, on le reconnaît dans cette description-là. Tout à fait, c'est pour ça j'ai de la misère à me fixer sur une chose. Mais ça ressemble à quoi une de mes journées, pour répondre à ta question? En fait, c'est... il n'y a pas une journée pareille, c'est ça qui est beau là-dedans, puis c'est pas un métier qui est routinier. Ça peut être d'avoir des meetings avec des clients qui veulent me proposer une chanson, à faire du pistage radio, du tracking. Ça, je vais t'expliquer après aussi ce que ça veut dire du tracking radio, parce que c'est un mot... Je le comprends à moitié, je te dirais. Je comprends le but, mais la façon de le faire, je la trouve pas claire encore. Ben, écoute, ma mère ça fait 20 ans ou presque que je fais ce métier-là, puis ma mère sait toujours pas comment me présenter à ses amis. Là. Oui, OK. C'est flou, là. Mais c'est ça. Fait que ça peut être de rencontrer des clients, des meetings. Ça peut être justement beaucoup de sessions d'écoute avec des projets que je reçois. Ça peut être du booking d'entrevues que là, j'appelle des radios. Puis j'essaie de justement organiser des belles tournées promo, des journées d'entrevues téléphoniques avec des artistes qui ont un nouvel album, une nouvelle chanson, un spectacle dans une région pour faire la promotion de tout ça. Ça, c'est une chose. Ça peut être de préparer des communiqués de presse. Ça peut être de faire le lien avec justement mon rédacteur. Ça peut être de faire des liens avec une graphiste qui fait mon montage, mon visuel de tous mes communiqués. Ça peut être des réseaux sociaux que j'en fais beaucoup. Ça peut être de l'accompagnement parce que j'en book, mais je vais aussi souvent avec les artistes justement dans les radios pour... serrer des mains, rencontrer les animateurs, rencontrer le staff de la radio, juste faire un pont, rassurer l'artiste aussi ou tout simplement avoir une certaine présence avec lui. Entre ça et être gérant d'artiste, est-ce que je fais un amalgame ou ça se ressemble un peu? Ça peut se ressembler dans un sens qu'on est en une relation de confiance. On est toujours de bons conseils. Il y a beaucoup de discussions qui se passent dans le véhicule où, en fait... Les véhicules de déplacement, tu veux dire, quand tu fais de l'accompagnement? En fait, il y a beaucoup d'artistes qui, des fois, qui en profitent pour me poser des questions. Hey, toi, qu'est-ce que tu penses de telle chose? Ou tu penses-tu que c'est normal que telle chose se passe? Ou tu veux dire dans l'univers médiatique, dans l'univers culturel, dans l'univers artistique en général. Ils sont inquiets des fois par rapport à des subventions, sont inquiets par rapport à des fois des relations avec leur maison de disques ou avec leur gérant qui pose des questions de site, puis de qu'est-ce que t'en penses, ou est-ce que tu trouves que on devrait faire ça, ou j'ai pensé faire ça, je vais te faire entendre mes maquettes à ta minute, le mettre. Peux-tu plugger ça dans ton auto, puis il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent, mais moi je suis là pour les rassurer, je suis pas là pour les faire paniquer ou les stresser, je suis vraiment là pour je suis très transparent, je leur dis les vraies choses, mais en même temps je leur dis qu'il n'y a pas juste une recette. Je leur dis que oui, il peut y avoir des façons de faire différentes dans le milieu, que c'est pas parce qu'un fait pas comme l'autre qu'il est nécessairement différent ou que c'est pas la bonne chose à faire. Fait que c'est vraiment d'être à l'écoute, tout simplement, avec eux autres. Tout ça, tout ce que tu fais pour accompagner les artistes, est-ce qu'un artiste peut faire ça tout seul?
Il y en a qui sont capables. Pistage radio, booking, pistage est-ce que ça radio, se fait bien tout seul? Pistage radio, je dirais que non. Puis souvent, c'est une erreur que les artistes font. Parce qu'il faut se mettre en contexte où quand tu appelles... Parce que là, on n'a pas dit encore ce que c'était du tracking radio, mais je vais te l'expliquer en une phrase assez le plus simple possible. En fait, j'appelle les directeurs musicaux dans toutes les radios à travers le Canada, les radios francophones, pour les convaincre de jouer la chanson d'un artiste. Alors, à partir de ce moment-là, pour répondre à ta question, c'est que s'il y a un artiste qui veut le faire par lui-même, puis qui appelle un directeur musical, puis qui lui dit je vais te présenter ma nouvelle chanson, est-ce que tu peux la jouer? Ben, c'est difficile pour l'artiste de bien se vendre correctement puis d'être objectif. Puis c'est difficile pour le directeur musical ou la directrice musicale d'écouter la chanson puis de répondre les vraies choses à l'artiste aussi. OK. Ouais. Parce que toi, t'es le pont de la vérité entre les deux. Là. Oui, puis en fait, comme je disais tout à l'heure, je suis toujours transparent. Je dis toujours les vraies choses, mais en même temps, j'explique aussi. J'explique le contexte, j'explique la réalité aussi, savoir que il y a beaucoup de choses sur le marché. J'essaie de relativiser les choses pour que ça soit pas défaitiste, mais que ce soit réaliste. Oui, OK. Ouais. OK. T'as mentionné plus tôt le mot chouchou, notamment être relationniste de presse, peut-être pour des projets un peu plus chouchou. Comment est-ce que tu fais dans ton métier pour choisir, pas choisir, mais en fait, je vais le formuler quand même comme ça. Il doit y avoir des artistes en qui tu crois plus que d'autres au niveau que ça va accrocher l'oreille du grand public? Ben, en fait, à partir du moment où quelqu'un m'envoie sa maquette ou qui m'envoie sa chanson qui est prête à diffuser, j'en reçois beaucoup. Je suis chanceux, là. J'ai beaucoup de producteurs ou d'artistes ou des gérants qui m'appellent puis qui veulent travailler avec moi. Puis ça, je touche du bois. C'est vraiment un super cadeau. Puis à partir du moment où je dis oui pour plein de raisons, parce que c'est comme tu dis, le côté chouchou. En fait, à partir du moment où je dis oui, tu deviens un chouchou, là. Okay, c'est-à-dire que t'es un chouchou par rapport à tous les autres auxquels j'ai dit non. Oui, c'est plus ça. Oui. Parce que, tu sais, quand je dis que je fais des relations de presse avec des projets chouchous, c'est une autre façon de voir les choses dans le sens que j'en prends pas beaucoup. Puis c'est parce que je vois qu'il y a un travail à faire où ils en ont pas, puis j'ai le goût de leur donner des petits coups de main ici et là. C'est plus à ce niveau-là que le mot chouchou était là. C'est pas un favoritisme, c'est plus une réalité qui m'appartient en fait par rapport au temps que je peux investir. Mais c'est ça, quand je choisis un projet, c'est par rapport, je regarde la qualité, je regarde est-ce qu'il y a un plan. Est-ce que les artistes, parce que souvent maintenant la réalité c'est qu'ils n'ont pas de gérant, ils n'ont pas d'agent de spectacle, ils n'ont pas. Quand tu commences, t'es indépendant, puis t'as tout à apprendre. Oui. Puis donc à ce moment-là, je regarde est-ce que t'es prêt à ça, est-ce que t'as planifié tes choses quand je vais lancer l'extrait radio. Est-ce que je vais pouvoir dire que tu as des spectacles? Est-ce que je vais pouvoir dire que ton plan, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait avant? Qu'est-ce que tu vas faire après? Et puis, si je vois que, il y a un plan qui est correct, qui m'impressionne moi, ça risque d'impressionner les autres aussi. Donc, ça fait partie un peu de mes critères. Je regarde, c'est ça, l'entourage aussi professionnel. Est-ce que tu travailles avec des gens que je connais? Est-ce que tu travailles avec des gens que j'ai confiance que habituellement ils s'impliquent dans des projets qui sont bons? Ça, pour moi, c'est un facteur aussi, mais c'est pas une obligation. C'est plus, je dirais que ça coche des cases. OK. Sinon, mon plus gros critère vraiment, puis ça, je le dis ouvertement, là, c'est tu peux avoir une très, très bonne chanson puis que j'avais pas envie de travailler avec toi. Puis tu peux avoir une chanson qui va être plus difficile peut-être à travailler, mais que je vais avoir envie de travailler avec toi parce que la personnalité, ça va être un match. C'est plus dans le côté humain que dans le côté, pas qualité, mais ce qui va accrocher aux oreilles des gens. Tout à fait. Parce que en fait, quand on fait la promotion d'une chanson, c'est pour une chanson que je suis engagé. Mais moi, j'ai toujours dit que... C'est pour une chanson que tu es engagé? Oui, en fait, c'est une chanson à la fois. Ouais. OK. Fait que je t'engage, toi, Simon, le jour où je sors un album, mais je te dis... Je veux que ce soit la chanson 4 de mon album pour laquelle je t'engage. On va en parler ensemble. On va en parler ensemble, puis là, tu vas essayer de te conseiller pour que ce soit laquelle des pistes devrait être utilisée. Mais à partir du moment où j'ai un contact avec l'artiste, si je vois que le projet est plus difficile, mais que ça clique parce que je vois que c'est une belle personne puis qu'on va avoir du plaisir, tu vas favoriser ça. Ouais, puis si je vois que ça va être compliqué, que pour pas dire
que je me ferai pas chier pour pas dire on peut tout dire ici. Puis que ça va être le fun, puis que je vois qu'à un moment donné, la relation va être bonne à présenter, puis que je vais être convaincant aussi quand je vais recevoir les commentaires aussi des directeurs musicaux. Parce que c'est la même chose, si j'envoie des projets qui sont pas intéressants, ou que l'artiste, la chanson est super bonne, mais au moment de l'entrevue, ça va être très ordinaire ou un peu ennuyant, ben les gens te feront plus confiance. Exactement. Ça fait partie un peu de mon équation aussi. En fait, beaucoup. Tu dois développer une relation de confiance avec tes clients en tant que le client artiste, mais aussi tous les médias qui veulent faire affaire avec toi, dans le fond. Oui, ben les médias, en fait, c'est ça, je veux qu'ils voient quelque chose de beau de l'artiste. Oui, ben c'est ça. Mais je choisis pas mes médias, évidemment. Non, à l'inverse, ouais. Je pense que les médias choisissent mes projets, puis je dois être convaincant. Mais ouais, puis c'est une question de valeur aussi. OK. Moi, j'essaie de me respecter vraiment, puis de choisir les artistes comme je choisirais mes amis. Oui, OK. C'est des fois, c'est comme dans la vraie vie, hein, des fois on se trompe, des fois c'est vraiment un bon match, puis on essaie de bâtir quelque chose parce que c'est une relation entre un agent de promotion puis l'artiste. On bâtit quelque chose parce que des fois, ça se fait pas en une seule chanson. Des fois, ça en prend 1, 2, 3, 4, 5. Des fois, ça prend une couple d'albums aussi avant d'avoir un bon succès. Puis faut builder quelque chose. Puis si on s'entend bien, ben ça va être juste plus agréable. Un artiste qui est à l'écoute, une équipe qui est à l'écoute de ce que je vais lui dire, puis qui en fait bon usage, ben en fait, ça va être tellement plus agréable aussi. Puis si je me reconnais dans les valeurs de l'artiste, ben ça va juste être encore plus motivant, je dirais même. Fait que tu vas plus choisir un artiste pour les valeurs et le côté humain que pour parfois, j'imagine, soit le talent qu'il a ou la qualité des chansons? Ben ou c'est dans la qualité des chansons? C'est le talent, c'est le potentiel de commercialisation, on va dire comme ça. Ouais. Mais qu'est-ce qui va faire la différence entre un que je vais dire oui puis l'autre que je vais dire non à part égale? C'est la personnalité. Parfait. C'est le fit, le feeling. C'est ça, c'est une question de feeling. OK. Je comprends ça. Je suis d'accord avec ça à 100%. Moi, quelque chose que je reproche beaucoup aux chansons qui jouent à la radio, puis là, tu vas là. Si t'es à l'aise, justement, si t'es à l'aise. Puis là, je parle pas de tes artistes à toi, je mentionne personne en général. Je trouve qu'il y a beaucoup de réchauffés qui jouent à la radio. Ce que je veux dire par réchauffer, c'est peut-être une structure musicale qui a été faite à partir d'un code ou une recette qu'on sait qui peut fonctionner. Puis, je me suis découvert que j'écoute de moins en moins la radio, notamment parce que j'ai l'impression de réentendre un peu les mêmes formules. C'est pour ça que je dis que c'était à l'aise d'aller là. Je suis pas dans la confrontation du tout, mais plus dans l'intérêt de découvrir un peu les chansons qui comme pour être propulsé à la radio, toi, t'es une business, t'es travailleur. Est-ce qu'il y a une idée de je propulse un artiste parce que ça va fonctionner puis c'est mon gagne-pain, plus que de propulser quelque chose qui a peut-être un talent ou une démarche créative, artistique plus profonde? Ben honnêtement, tu comprends-tu le sens de ma question? Comme je te dis, je suis pas là pour être dans la confrontation, mais je veux voir. Mais moi, j'ai grandi, là, faut se mettre en contexte, j'ai grandi en écoutant des radios commerciales. OK? Fait que moi, à la base, j'étais un gars de Top 40. C'est sûr que quelque chose qui est allé dans les palmarès, un artiste que j'ai connu à la radio, à la télé, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a une magie que je vois là-dedans, je trouve ça le fun, puis c'est sûr que il y a toujours le petit Simon de 9 ans qui regardait des vidéoclips à Musique Plus qui je sais pas, il y a quelque chose qui vient me chercher à ce moment-là que je suis pas nécessairement mon critère va pas nécessairement être la démarche artistique. Oui, c'est sûr, mais je vais voir un potentiel de radio. Par contre, pour répondre à ce que tu dis, tu sais, en fait, c'est comme n'importe quoi. Si tu lis un livre que t'aimes pas, est-ce que tu vas dire j'aime pas les livres? Tu sais, c'est un peu la même raison. Les radios, en fait, c'est tellement varié d'une radio à l'autre. Oui, c'est vrai, tu vas avoir des radios commerciales, mais tu vas avoir des radios communautaires, tu vas avoir des radios universitaires, tu vas avoir des radios, tu vas avoir des podcasts, tu vas avoir des radios web, tu vas avoir des radios satellites, tu vas avoir plein t'as ici Musique, t'as Radio-Canada, t'as des radios parlées. Il y a une multitude de radios, puis c'est sûr que toutes les radios que je viens de te nommer ont toutes une programmation très différente. Puis c'est sûr que si pour toi, une radio commerciale qui joue
des artistes que tu dis, je les entends beaucoup trop à la radio. Oui. On n'aimera pas de nom aujourd'hui, mais... Non, puis je suis pas là non plus pour ça. Là. Non. Ben, on n'ira pas là, mais c'est... à ce moment-là, la plus belle chose que tu vas faire, c'est changer de poste. Puis tu vas peut-être découvrir une radio à ton goût qui va te rejoindre beaucoup plus que ce que tu aimes comme musique, puis qui va probablement te faire découvrir beaucoup plus de choses. Il y a des radios autour de... C'est sûr que Montréal, ils ont des objectifs qui sont pas les mêmes qu'une radio régionale ou communautaire. Parce qu'il faut faire la différence. Une radio commerciale, quand on dit commercial, je peux nommer des exemples, des rythmes, des rouges, énergie, c'est quoi? Week-end, on peut en nommer plein. C'est des radios Viva, O, Planète. Je peux t'en nommer plein. C'est tous des réseaux que ça le dit dans le mot radio commercial. Il y a le mot commerce. C'est des radios que leur but, en fait, c'est de faire vivre la compagnie. C'est de faire vivre, c'est ça, c'est une business. Ben oui, c'est pour ça que je te disais justement dans la plus grande transparence, je suis pas à la recherche de dire que ce qui passe c'est mauvais ou quoi que ce soit, mais que parfois je trouve que des fois c'est moins audacieux. Mais il faut comprendre pourquoi c'est moins audacieux. C'est ça, mais je suis content de te l'entendre dire. Mais eux, là, ces radios commerciales-là, ils ont un début, comme je disais, c'est d'avoir une rentrée d'argent parce souvent, ils ont des animateurs vedettes qui coûtent de l'argent. Oui, absolument. Ils ont un staff qui coûte de l'argent. Puis eux autres, c'est les publicités, en fait, qui est la plus grosse rentabilité. Tout ça. Ils n'ont pas de subvention nécessairement. Ils ont pas... Au contraire, c'est même les radios souvent commerciales qui vont subventionner les projets. Oui, même? Oui, notamment Musique Action, les faux Radio Stars. Il y a des sous qui sont que les radios doivent verser, justement, tu vois, ça, pour la recherche. Fait que tu vois, c'est qu'ils ont quand même un engagement qui est obligatoire en fait par ça vient du gouvernement, ça fait partie de ça, faut qu'ils doivent investir dans la culture. Et puis le rendu là, vous irez voir sur le site internet pour avoir plus de détails. Je veux pas trop avancer parce que c'est de l'information que je maîtrise peut-être un peu moins, mais sinon tandis qu'une radio communautaire, eux n'ont pas ces obligations là. Eux autres, oui, ils vendent de la publicité souvent parce qu'à un moment donné ils doivent survivre. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas axé là-dessus. Puis c'est là qu'ils vont pouvoir, mettons, une radio... tu vois, là, en ce moment, on se parle, on est sur la Rive-Sud. Je pense à la radio FM 103.3 Longueuil, que eux, ils ont des émissions, justement, latines, ils ont des émissions country, ils ont des émissions jazz. C'est vraiment varié, des émissions world, des émissions années 80, pour justement rejoindre le plus de gens possible parce que eux, même si les codes d'écoute sont pas les meilleurs, à cette heure-là, leur mission, c'est de rejoindre un public qui veut entendre ça. Donc, l'argent n'est pas un facteur. Oui, comme je disais, je l'ai compris dans le milieu communautaire, en effet. Oui, et c'est pour ça que les radios, souvent, on entend parler des bingos dans les radios. Oui. Le bingo, ils survivent grâce à ça. C'est les bingos qui les font vivre, exactement. Alors, télé communautaire, c'est pareil. C'est vraiment un must. Puis, je t'ai porté peut-être à juger avant les bingos dans les radios, jusqu'à ce que je comprenne à quel point c'était un mode de survie, en fait, pour eux. Et nous, on est contents parce que quand on pousse un artiste dans les radios commerciales, c'est pas tout. En fait, les oui sont plus rares que c'est ça, les oui sont plus rares que les non. Donc, des fois, pour commencer la carrière d'un artiste, ça va être dans les radios en région qu'on va le faire. Puis c'est là qu'on va peut-être pouvoir essayer plus de risques. OK. La radio... Mais il y a quand même cette stratégie-là, puis je suis content de te l'entendre dire que tu peux dire, il y a peut-être un artiste qui va pas pogner grand public. OK, je fais peut-être un amalgame, mais ça se peut-tu que tu dises comme, cet artiste-là, ça va lui prendre un moment avant d'arriver au grand public, mais il va y arriver si on passe par... Si on fait des exacts dans l'industrie. Aller chercher le public un par un, puis d'aller... Parce que, est-ce que les radios en région ont un impact sur les radios de Montréal? Peut-être pas. Par contre... éventuellement, si les gens... ont entendu ça puis qu'ils le réclament à la radio. Ça va devenir organique, en fait. Fait que si ça devient organique, ça veut dire que les gens vont aller voir les spectacles. Il va y avoir des streams sur les plateformes numériques, il va y avoir des clics sur YouTube. Puis là, ça va nous donner des outils pour convaincre Montréal. Parce que Montréal, eux autres, leur but, on le disait tout à l'heure, c'est une radio commerciale. C'est monétaire et c'est bien correct. Des projets qui sont safe. C'est business. Oui. Ils prennent des risques, mais les risques sont calculés.
Fait que c'est sûr qu'il faut que ça soit dans un son très précis qui correspond. Eux autres, ils savent, là, selon il y a des études, ils savent que la publicité, elle est dédiée à la femme de 45 ans ou l'homme de 30 ans ou qui fait ça. C'est très, très, très précis. Là. Ouais, ça doit être documentaire pour dire on va faire jouer des musiques. Je sais pas si ça va jusque-là, mais est-ce qu'on va faire jouer des musiques qui sont beaucoup écoutées par, mettons, les hommes de 30 ans, puis pour mettre une publicité juste après cette pièce-là qui joue? Oui, on va entendre en fonction de ça toujours. Donc, les chansons en fait, ça sera pas calculé à la minute près, là, mais ça va être surtout notre auditoire, c'est ça. Donc, est-ce que cette chanson-là a le potentiel de plaire à notre auditoire? Oui, c'est ça, de séduire cette tranche d'âge-là. Oui, et eux, ils savent à la seconde près quand les gens changent de poste. C'est ça que je me demandais. OK, ça faisait même pas partie de mes questions, mais c'est une question que je m'étais déjà posée. Fait qu'en live, les radios voient il y a combien de personnes qui écoutent? Ils sont capables de le savoir au moment... ils voient les chutes, ils voient s'il y a un sujet, ils sont capables de calculer si le sujet, la chronique qu'ils ont parlé, je dis n'importe quoi, sur les anecdotes de jeunesse, là, par exemple, si elle a fait augmenter ou ça l'a baissé, ou si un chroniqueur, à un moment donné, si c'est bon, le monde change de poste, ou s'il reste. La même chose avec une chanson. Hein. Je pensais pas que c'était qui avait la donnée en direct. Okay. C'est arrivé que j'ai des artistes qu'on me dit qui étaient retirés parce que, justement, dans les sondages n'avaient pas été bons pour cette chanson-là. Ils font des focus group aussi. Et à l'inverse, ils augmentent les rotations parce qu'ils voient que le public aime ou ils l'ont pas encore entendu assez. Parce qu'il y a toujours ça. Dans les sondages, souvent, si vous allez sur des sites de radio, ils vont vous faire voter des fois, là, vous dire est-ce que vous avez quelques minutes pour faire répondre à un sondage. Puis là, ils vont vous faire entendre des extraits, puis vous dire cette chanson-là, est-ce que je l'ai trop entendue? Je suis écœuré de l'entendre. Je ne la connais pas, ou je l'aime et j'aimerais l'entendre plus, ou je l'aime, je connais les paroles par cœur, je suis complètement fan. Bon, ben, c'est ça qui va déterminer. Dire je la connais pas, c'est pas négatif. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait jouer assez. Mais la connaître trop, je suis écœuré. Des fois, c'est un signal pour eux. C'est-à-dire, ou je ne l'aime tout simplement pas. Bon, ben, c'est ça. Ouais. Fait que non, il y a des... Mais tu vois, ça, je savais pas. Fait que c'est pour ça que je suis content. Je sais que ma question initiale, elle semblait être portée d'un jugement, mais en fait, c'était pour en arriver à des nouvelles informations. C'est pour ça que je te dis, je suis pas dans la confrontation de l'industrie, mais dis-toi à toujours, la découverte. Si il y a le genre de musique que tu écoutes à une radio, tu ne l'aimes pas ou tu te considères pas comme le public cible de ce qu'ils font jouer, c'est probablement que la radio ne travaille pas pour te plaire. Moi. Toi. Elle travaille pas pour toi. Je sais que personne ne travaille pour moi. Tu vas en avoir une autre qui va peut-être être plus dans ton créneau. Mais ça sera pas celle-là. Non, c'est ça. OK, mais je suis content. Faut que t'ailles ailleurs. Je suis content d'entendre ça. OK. Encore une fois, bon, on parle de musique parce qu'on est là-dedans. Je veux savoir, dans ce métier-là, puis dans tout ce que tu connais et que tu me présentes, comment est-ce que ça a changé depuis que tu as commencé? Ben, il y a beaucoup plus d'artistes, ça c'est définitif. Moi, quand j'ai commencé, quand j'ai commencé mes premiers appels de pistage radio, c'était en 2006. Puis juste te dire, à la base, là, on envoyait des singles, on faisait imprimer un single. OK. Fait que c'était le même genre de fabrication qu'un CD normal. C'était les mêmes frais, c'était une pochette, c'était la POC imprimée. Fait que ça veut dire qu'il fallait faire payer pour ça. Fallait payer on imprimait le communiqué pour le joindre avec. Les frais d'enveloppe, les timbres. Il fallait l'envoyer par la poste. Ça voulait dire que la radio qui était à Fermont allait le recevoir beaucoup plus tard que la radio qui était à Montréal. Le temps que la poste se rende là-bas. Ça veut dire qu'il était toujours en retard sur les chansons. Ensuite... Ben, quelques jours, là? Ben, quelques jours. Des fois, ça se rendait pas, ça se perdait dans la poste. Fait que là, il disait, je l'ai pas reçu. Bon, OK, je vais te le renvoyer. C'est ça, tu parles au téléphone, je t'envoie. Ouais, mais ça, quand j'ai commencé, c'était le début de la transition. Ouais, parce que ça devait être email qui prennent la relève. C'est arrivé dans mes premières années. Mais pas email. Il y a des systèmes d'envoi qui existent pour permettre justement d'envoyer directement aux radios qui sont habitués à ces systèmes-là. Et puis ils savent que les nouveautés passent par là. Mais fait que ça arrive tout au même endroit. Fait qu'il y a pas. Imagine le temps que nous on prépare tout ça, là, ces envois-là. Puis imagine aussi le temps que les directeurs musicaux écoutent tout, là, qui rentrent le CD dans l'acteur CD, qui prennent le temps d'écouter.
critiques, ils disent OK, bon ben retire le CD, remets dans l'emballage, OK, suivant. Puis là 10 minutes plus tard, je veux réécouter le CD, je le remets. Ben ça doit. Très long. Ça veut dire qu'à partir du moment où il fallait qu'il l'encode. Ben, c'était vinyle, c'était cassette. Vinyle, cassette, ouais. Tu sais, c'était une autre époque complètement, là. Puis souvent, quand il y avait pas, on voulait pas payer les frais, comme je te disais, de fabrication de singles, ben là, on leur envoyé l'album une fois, puis là, on disait, OK, c'est le nouveau single, c'est la piste 4. Fait qu'il fallait qu'ils retrouvent le CD dans la discothèque, qu'ils sortent le CD, qu'ils retrouvent la piste 4, qu'ils la rentrent dans leur système. Imagine. Mais, comme je te dis, dans ce temps-là, ce qui était correct aussi, chaque chose dans son temps, c'est que il y avait, comme je disais, beaucoup moins d'artistes aussi. Là, puis on remonte pas si loin, là. On remonte à il y a 20 ans. Là. Ouais, c'est ça. 20 ans. Les choses changent très, très vite dans toute industrie. Ah oui, complètement. Puis, tu sais, je disais que dans ce temps-là, peut-être sur un top 100, on avait de la misère à trouver 100 chansons pour être dans un top 100 en français. Oh oui, OK. Tu sais, à l'époque. Okay, ouais. Aujourd'hui, toutes les chansons qui sont en circulation, puis là, je parle juste des singles envoyés par des agents de promo comme moi, je pense que si toute chanson apparaîtrait dans un palmarès, il faudrait que ça soit un palmarès 400, 500. C'est complètement fou, là. Ouais. Ça veut dire que malheureusement, il n'y a pas assez d'heures. Il n'y a pas plus d'heures dans une journée. Il n'y a pas plus de temps en ondes pour placer des nouvelles chansons. Fait qu'il y a des choix qui sont plus difficiles. Et puis, les directeurs musicaux, ils ont un travail complètement fou parce qu'ils se retrouvent à avoir moins de temps à écouter tout ça. Parce que justement, ça prend du temps à écouter des chansons. Ils n'ont pas moins de temps aussi pour nous parler. Parce qu'avant, tu sais, moi, quand j'ai commencé, le pistage radio, c'était le mardi, mercredi. Puis chaque radio avait son heure. Fait qu'on appelait telle radio entre 10h et 11h. Puis il fallait avoir la ligne. Parce qu'on appelait tout en même temps. Fait que puis quand on l'avait, il y en avait qui parlaient longtemps. Hey, salut, comment ça va? Qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? Puis là, ben, tu sais, parce qu'on se disait que le PR comptait beaucoup après ça sur l'accueil qu'il y avait dans les projets. J'allais lui parler. Un peu comme toi, au final, avec les artistes que tu choisis, il faut qu'il y ait le côté humain qui passe et tout. Mais c'est quand même plus difficile aujourd'hui parce que c'est beaucoup par courriel que le monde passe maintenant là, pour la majorité parce que les radios ont plus le temps. Ils ont plus le temps, ils ont trop de temps à écouter. Ils ont trop de temps. Ça nécessite trop de temps pour écouter les nouvelles chansons. En plus de leurs autres tâches, parce que si tu tombes en région, ben le directeur musical va être aussi un animateur. Oui. Non seulement il va être animateur, mais il va faire des remotes, il va faire de la pub, il va se rendre dans les magasins pour faire son émission en direct des matelas bonheur. Là. Après ça, il va vider les poubelles. Ouais, c'est ça. Ouais. Après ça, toutes les petites tâches qui, au final, te font bien un 8 heures de journée. Oui, puis juste rentrer une chanson dans l'ordinateur pour qu'elle soit accessible, c'est une étape qui est longue aussi. OK. Fait que non, ils ont tout mon respect parce que c'est, comme je dis, il n'y a pas plusieurs dans une journée, puis on est fatigants, les trackers, là, avec eux autres, tu sais. Puis les gens nous payent pour qu'on soit fatigants aussi, parce qu'ils veulent qu'on insiste. Mais j'ai beaucoup de respect envers les gens avec qui je travaille dans le milieu des radios parce que c'est rendu complètement fou. Là. La demande est, comme tu dis, de plus en plus grande. Faire le tri en plus de toutes les autres tâches. Là. Puis souvent, c'est du matériel de qualité. C'est pas, avant, c'était facile de démarquer les bons projets puis les projets cheap. Là, aujourd'hui, même les projets qui sont faits à la maison par des artistes qui s'auto-réalisent ou qui s'auto-produisent, c'est de bonne qualité souvent parce que... Ils sont pis que c'est très correct qu'ils deviennent connus grâce à ça aussi. Là. Ben oui. Parce que ça en fait pas un art moins cheap. Parce ça l'a déjà été. Mais je veux dire, aujourd'hui, justement, c'est ça. Non, c'est pas juste au niveau de la qualité du son que ça va paraître. Non, ça paraît de moins en moins quand c'est fait maison, c'est ça. Puis ça va être encore pire dans un futur avec l'intelligence artificielle aussi, où ce qu'on aura peut-être de la difficulté à démasquer tout ça. Là. On va pouvoir peut-être en jaser si tu veux, en fait, si la branche en arrive là, mais l'intelligence artificielle dans la musique... Qu'est-ce que j'en pense? Ben ouais, on peut commencer par ça. Mon idée n'est pas faite encore. Ah ouais? Non, elle n'est pas tout à fait là parce que moi, je jugeais beaucoup l'intelligence artificielle avant. Puis mon patron, il me disait souvent de m'en servir justement, que c'était une ressource en fait, cette l'intelligence artificielle, ChatGPT, tu sais, qu'on pouvait faire des communiqués, on pouvait faire des recherches, on pouvait puis évidemment on rend tout à notre sauce en fait là, à chaque fois qu'on fait quelque chose avec ça. Il faut. Puis on les retravaille, mais j'avais un petit malaise avec ça, je trouvais pas ça parfait, je trouvais que mais c'est fou parce que en quelques mois ça s'est perfectionné. Moi, pour mon travail, en fait, je fais encore affaire avec des rédacteurs.
OK. Je trouve ça important d'engager des gens. C'est pas toi qui en fais la rédaction. Je l'ai déjà fait, mais honnêtement, quand tu fais des communiqués de chansons, là, dire que c'est une bonne chanson qui va vous donner des frissons puis qui va être parfaite pour un road trip d'été, puis la chanson de l'été, puis la chanson de l'hiver, puis la chanson de l'automne, puis à saveur pop rock et tout ce que tu voudras. Je trouvais que j'avais fait le tour du jardin dans la formulation, dans l'utilisation des mots. Puis à un moment donné, j'ai eu besoin de me concentrer sur autre chose, puis de dire, je vais laisser à quelqu'un que c'est vraiment son métier d'écrire. Et puis, mais j'en fais quand même. Mais pour moi, ça a été important, et ça l'est encore, d'engager quelqu'un pour faire ce métier-là. C'est un métier en soi, puis je trouve que faut encourager ça encore. Par contre, ça arrive des fois, si, exemple, mon rédacteur, il me dit, j'ai pas le temps, je suis dans un rush, est-ce que je vais le faire avec l'intelligence artificielle? Tout à fait. Puis honnêtement, ça fait des très bons résultats quand même. Puis de faire des résumés de biographie en 200 mots, tu prends ta vraie biographie qui en a 800, ça te le met en 200 mots en 3 secondes. Moi, je trouve ça parfait, c'est un bel outil. Mais là, en musique... Oui, c'est ça, j'étais pour y revenir. Je savais pas si t'évitais la discussion. Non, en fait, j'en parle dans tous les sens parce que ça, par rapport à mon travail, j'en ai besoin, puis je m'en sers. Je m'en sers avec une certaine retenue, mais je m'en sers. Ouais, OK. Par contre, si mettons de créer des chansons, en fait, on a reçu des projets qui étaient faits avec l'intelligence artificielle, qu'il y en a qui nous l'ont dit ouvertement, il y en a probablement qui ne nous l'ont pas dit. C'est dur à déceler. Moi, j'ai utilisé des applications là, pour m'amuser, là, que j'essayais justement en premier avec ChatGPT, je mettais un texte puis je disais fais-moi une chanson sur mon ami qui est boulanger puis que c'est un fan des Spice Girls, puis fais-moi une chanson hommage dans l'univers des Spice Girls en disant que c'est ça, que c'est un boulanger, que c'est un Français, que c'est puis tu sais, fais-moi une chanson avec ça dans un style pop. Fait que là, ça me faisait une chanson. Le texte, somme toute, était bien. J'ai fait faire des petites modifications. J'ai demandé, OK, telle chose est pas vraie, nanana. Puis là, ça m'ajustait le texte. Après ça, j'avais une autre application qui pouvait le mettre en musique. C'est la musique qu'on peut utiliser, là. C'est la musique libre de droit, là. Oui. C'est ça qui est... Ça veut dire que chaque chanson est faite à partir de quelque chose de nouveau. Ça utilise des accords, ça utilise des... Mais on s'entend que j'ai rien fait. C'est là que j'ai un problème. C'est de s'attribuer un mérite. Je suis content d'entendre ça. Je suis content d'entendre ça. Ah non, je favorise pas ça. Je fais juste te dire que j'ai fait des tests, puis de voir que à quel point un manque d'effort peut être récompensé. Ça, j'ai un malaise. J'ai vu une artiste, il y a pas longtemps, Billy Dupage, qui a quelqu'un qui a sorti un album complet avec son nom, avec sa voix, puis avec des chansons qui ressemblaient à ce qu'elle faisait sur les plateformes. C'est une radio qui a averti l'agent de promo pour lui dire « Écoute, Billy Dupage, elle a lancé des nouvelles chansons, puis tu me l'as pas dit, comment ça se fait? Est-ce qu'elle peut en parler? » Puis elle a fait « Elle n'a pas lancé de nouvel album. C'est de quoi tu me parles? » Et puis... il avait entendu une version, un AI. C'était pas des mauvaises chansons, c'était juste comme pas elle. Puis là, c'est une artiste québécoise. Puis finalement, en tout cas, ils ont réussi à les faire retirer des plateformes. C'est même rendu sur les plateformes. C'était pas juste... Ça courait sur pochette, Facebook, YouTube. C'était ses photos, c'était tout ça. Puis la personne qui était productrice, c'est le même qui s'en sont rendus compte, qui ont été capables de retracer, mais c'était quelqu'un dans un autre pays, là, c'était en Asie. Là. C'est complètement fou et absurde d'en être rendu là, et c'est sûr que ça, je dénonce ça. Oui. Ma question pour toi, est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est de l'art? C'est quoi l'art pour toi? Ben, c'est deux questions en parallèle. Oui. Mais... Je vais te répondre à ta première, est-ce que c'est de l'art? Je pense qu'il y a moyen d'utiliser, puis il va falloir s'habituer avec ça, avec le futur, il y a moyen d'utiliser l'intelligence artificielle pour la guider tellement selon ce qu'on va lui dire de faire, pour que ça puisse peut-être un jour en donner. Là, je trouve qu'en ce moment, c'est trop... on est trop dans les débuts pour dire ça. Au même titre que du dessin informatique, est-ce que c'est de l'art, alors que c'est pas toi qui le dessine, c'est pas toi qui le... Tu sais, c'est fait avec des indications mathématiques que ton ordinateur va comprendre. La même question va se poser, est-ce que c'est de l'art, alors que oui, il y en a qui vont dire, ben oui, tout à fait, c'est juste une nouvelle forme d'art. Je pense que aujourd'hui c'est choquant parce que on n'est pas habitué à ça. Mais si tu précises tellement tes demandes, puis tu finis par contrôler ce que l'intelligence artificielle va te donner,
définitivement, il va y avoir une bonne recherche, il va y avoir il va y avoir un travail, il va y avoir des efforts qui vont être faits. Puis ça va finir par en être une question d'art. L'art, c'est pas quelque chose qui se discute selon moi, mais ça veut pas dire que ça va être pour plaire à tout le monde. Ça, c'est sûr. Au même titre que quand on va dans un musée, puis qu'on voit une toile blanche qui tient sur un poteau, puis qu'on va se dire comme ça vaut 2 millions de dollars cette toile-là, qui est blanche, puis qui est juste posée croche. La même chose, il va se passer. Il va y avoir des gens qui vont dire « Ouais, mais c'est pas de l'art, c'est une toile, ils ont rien fait. » Mais l'intention, je comprends qu'en écrivant, en commandant une intelligence artificielle de faire un peu ce que tu veux, je comprends ton idée que l'intention c'est quand même un input, mais c'est pas toi qui réalise l'œuvre. Comme dans le sens que si tu arrives à commander une intelligence artificielle d'ajouter tel instrument et tel rythme, mais qu'il y a personne qui le joue, c'est comme s'il y a une notion de talent pour moi qui doit être mise dans l'art, puis pas de talent comme... C'est vraiment dur à définir. Moi, je pense qu'il est trop tôt pour en juger. Okay. Moi, je pense qu'il faut laisser le temps faire ses preuves. Qu'on se comprenne bien. Moi, je trouve que c'est épeurant, l'intelligence artificielle. Moi, c'est une réalité. En fait, c'est une réalité. Ça va exister, qu'on le veuille ou non. On est là. On n'est plus dans les films de science-fiction. On est là. Est-ce qu'on va être d'accord avec ça? C'est comme dire, on est-tu d'accord avec les robots ou on n'est pas d'accord avec les robots? Oui. Mais rendu là, faut vivre avec. Je pense que la question, c'est est-ce qu'on est d'accord, mais ça va plus être une décision collective, que c'est de l'art, et entre guillemets, de l'art à consommer. Tu sais, au bout du compte, là, rendu là, c'est une discussion, encore là, ça va ressembler à ce qu'on disait tantôt par rapport aux chansons commerciales ou pas commerciales. Oui. Je pense que la journée, ce qu'il va y avoir des auditeurs pour écouter un style de musique ou quelque chose, si la chanson, elle est bonne, il va y avoir des gens pour l'écouter pareil. Fait que c'est... Parce que rendu là, tu sais, il y a bien des gens qui, tu sais, à un moment donné, les plus grands hits de l'histoire, c'est pas les meilleures chansons qui ont été écrites. Fait que, tu sais, ça peut arriver que la chanson soit finalement pas faite d'un sens artistique et puis que là il va y avoir quelqu'un qui va arriver avec de quoi que à un moment donné, ça a juste comme un hook incroyable que tout le monde va avoir dans la tête puis ça va devenir un hit mondial puis qu'on va en parler dans 300 ans pareil, tu sais peut-être on le sait pas, on connaît pas la suite de l'histoire. Je pense qu'il faut juste avoir un œil critique, ça c'est correct de l'avoir. Rendu là, je pense qu'il faut laisser une chance à tout ça. Je pense qu'il faut faire confiance à l'intelligence des gens et au jugement. Puis, tu sais, je pense qu'il n'y a jamais personne qui va forcer quelqu'un à aimer quelque chose, par contre. Fait que rendu là, je pense que tout le monde a le libre arbitre de consommer ou non. Tu sais, s'il en juge une bonne chose. Mais il faut que ça se sache. Faut que ce soit transparent. Absolument. Ça, je suis d'accord avec ça. Moi, je pense que le problème que j'ai, tu dois connaître Rick Rubin. Non. Producteur d'innombrables artistes, notamment américains, là, mais international. Mais en tout cas, il est rendu vieux, là, il a une longue barbe. J'en parlais dans un autre podcast. Fait que désolé aux auditeurs qui vont me réentendre. Mais lui, il dit, tu sais, l'intelligence artificielle, au final, n'a pas d'intention. Puis n'a pas de... Comment il disait ça? Faudrait que je le retrouve. Mais il n'y a pas de point de vue. Tu sais, dans le sens qu'il va sortir ça, mais... Vu que c'est lui qui l'a fait, généralement, il va pas retourner se critiquer sur ce qu'il a fait. Mais en même temps, comme je dis, moi, ce que j'aime de l'intelligence artificielle, c'est que tu peux le travailler. Oui, fait que si tu le guides, si tu dis, par exemple, encore là, je veux pas avoir l'air du gars qui est pro intelligence artificielle. Non, je suis pas là. Mais on a la discussion. On va voisiner. On va voisiner ça, puis donc, soit on regarde la parade ou on embarque dedans. C'est un peu ça aussi que je me dis, ça va finir par être ça. Ouais. Fait que aujourd'hui, faut pas vieillir avant notre temps puis dire, dans mon temps, ça marchait pas de même. C'est ça le futur. Fait qu'à un moment donné, soit qu'on le regarde puis qu'on dit rien ou que, je sais pas. Mais tu sais, si je dis, mettons, j'écris, comme je disais tout à l'heure, je vais avoir une chanson sur un boulanger qui trippe sur les Spice Girls. Ben, si je fais juste lui dire ça puis qu'ils me font une chanson avec un texte par rapport puis qu'à un moment donné, qu'il a juste fait des recherches selon sa mémoire sur c'est qui les Spice Girls, puis à un moment donné, me sortir des jeux de mots sur le pain. Non, ça sera pas intéressant. Puis ça, pour moi, ça va être de la grosse merde. Par contre, si à un moment donné, il me pond quelque chose avec le plus d'informations que je vais lui donner, puis des points caractéristiques, puis de lui donner mon intention
par rapport à la chanson. Puis de dire, mon intention, c'est d'avoir une chanson qui va parler de ça. Puis plus j'en mets, mieux c'est. Oui, Parce que si tu fais juste passer une commande rapide, ben c'est sûr que ça va être ordinaire. Mais si ton intention de dire, je veux avoir une chanson douce, je veux rendre hommage au boulanger, qui est pour lui, je sais pas, il est mort en faisant son pain, puis c'est la chanson des Spice Girls qui jouait, le ton va être différent, puis déjà, il va y avoir une recherche un peu plus grande. Mais je trouve, puis là, je vais parler très subjectivement, mais ce que je trouve beau dans l'art qui serait pas assisté, c'est le fait comment toi, t'es capable de te débrouiller pour faire quelque chose de bon humainement avec tous ces inputs-là. Pour moi, c'est comme si le concept de l'art doit être guidé par quelque chose d'organiquement humain avant tout. C'est sûr qu'on va toujours encourager ça. Hein? Oui, qu'on s'entend. Moi, c'est comme je disais tantôt, c'est arrivé qu'il y a des artistes qui nous ont approchés. Pas moi en tant que pisteur radio, mais qui ont approché un label puis qui le disait ouvertement. Okay? Mais comme je dis, quelqu'un qui le fait pas ouvertement, est-ce que je serais capable de le déceler? Je pense que de moins en moins, en fait. Ça serait difficile. Mais si tu l'apprends après l'avoir pisté... Je serais déçu. Okay. Mais si ça a fait un hit... Qu'est-ce qu'on dit après? Tu sais, quand on l'a aimé, la chanson. Tu sais, remontons dans le temps, là, quand les Milli Vanilli, là, tu connais pas. Bon, mais c'est à moi de t'apprendre quelque chose. Mais tu m'apprends quelque chose depuis le début. Moi, je suis là pour apprendre. Bon, Milli Vanilli, c'était un duo de chanteurs afro-américains qui avait un gros hit de pop, en fait, en 1989-90, je crois. Et puis, ça a fait fureur. C'est eux autres qui ont gagné le Grammys de la chanson de l'année ou de l'album de l'année. OK. Quelque chose comme ça. En tout cas, ils ont gagné un gros prix aux Grammys. Puis, on les voyait partout, là. Ils sont venus à Musique Plus. Mais c'est comme si je reconnais le nom, mais il y avait des longs dreads, là. En tout cas, ils se ressemblaient. En fait, c'est très caractéristique de l'époque aussi, là. En fait, c'était une pop un peu facile, mais bon, c'était la pop de l'époque. Et puis. Donc, il y a de la pop facile. Ben oui. En fait, oui. C'était de la pop. C'est de la pop, là. Okay. Non, mais je suis juste content d'entendre le terme de. Ouais, c'était péjoratif, c'était facile, hein. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, puis moi, je trouve ça correct de le mentionner. On va dire comme ça. Mais, c'est ça. Fait que ce groupe-là, à un moment donné, ils se sont fait attraper à faire du lip-sync. Ah oui, OK. Mais c'est pas ça l'affaire, c'est qu'ils ont fait du lip-sync alors que c'était pas leur vraie voix. Ah. Fait que c'était pas les vrais chanteurs qu'on voyait dans les vidéoclips puis qu'on voyait sur scène. Dans les vidéoclips, ça me dérange pas nécessairement, mais vu que c'est eux la tête d'affiche, ça me c'était dérange. Pas eux. C'était carrément pas eux. Okay. Et puis, d'ailleurs, je pense sur Netflix, il y a un documentaire sur ça. Faut vraiment que tu vois ça. OK, parfait. Je vous invite à aller regarder ça. Et puis, donc, ils se sont fait retirer leurs Grammys. Et là, ça a été oui, parce que là, ils disaient, non, on peut pas te donner un Grammys. Mais à quel point, mettons, ils ont gardé le Grammys pour eux? Ah, ils l'ont pas gardé? Non. Avant de se faire arrêter, dans le sens, est-ce qu'ils faisaient juste donner... Parce qu'ils peuvent être représentés. Ils peuvent être le visage. Non, ils prenaient. OK, ils prenaient. OK. C'était leur nom qui était là. C'était... OK. Ça, non. Ah oui, c'est ça. C'était leur nom d'individu aussi qui recevait... Dans le sens que c'est pas comme si t'avais, mettons, un titre de projet, puis on remet le Grammy au projet, mais dans le fond, eux sont juste le visage du projet, mais ils leur donnent... une usurpation d'identité solide, là. Mais c'était assumé, la production le savait, il avait encouragé les gars vers ça en disant non, c'est pas grave. Fait que c'est vraiment... il va falloir que j'aille écouter ça. Mais tu vois, ça c'était l'intelligence artificielle de l'époque d'une certaine façon, parce que c'était pas leur chanson. Donc, aujourd'hui, les Grammys, ça sera pas par rapport à du lip-sync qui va avoir un enjeu. Ça va être par rapport à l'intelligence artificielle. Ils se sont prononcés. Les Grammys, les Junos, même à la disque, ils se sont prononcés là-dessus en disant que c'était interdit. Okay. Il y avait une règle d'éthique par rapport à ça, que ça, tu même peux pas les soumettre... Oscars, je pense. Très possible, mais en fait, tu peux pas soumettre un projet si c'est de l'intelligence artificielle. Pour le moment. Oui, c'est ça. Pour le moment. Parce que t'as beau dire ça, mais ça fait déjà quelques années que dans les plugins de musique, tu peux avoir des drum machines qui sont un peu automatisées, début d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça aussi. Tu viens de le soulever. Parce que t'as même le mot humanise mon beat. Imagine. Tu sais, à partir du moment où il y avait des claviers qui faisaient des sons... comme synthétiseurs. Des synthétiseurs.
c'est sûr qu'à un moment donné, on était déjà dans quelque chose qu'on était capable de faire de l'art avec quelque chose que tu n'avais pas conçu. Que tu n'as pas conçu, mais pour moi, ben, tu sais, si on parle d'un synthétiseur qui n'est pas encore, comme qui est robotisé, mais qui n'est pas numériquement robotisé, tu as quand même une façon humaine et physique, mécanique de le contrôler, mais aussi que ça a été fait avant que ce soit un synthétiseur qui fonctionne par ordinateur. Au même titre que l'intelligence artificielle. ChatGPT, il y a eu des programmeurs qui l'ont fait, là. Mais le rendu, il est fait numériquement et non pas... Mais c'est parce que moi, je parle de synthétiseurs analogiques, mettons. Oui. Mais c'est ça, ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. De dire que on est vraiment dans un monde, où ce que c'est nouveau pour nous, c'est la technologie d'aujourd'hui. Et c'est tellement récent et ça a tellement pris une ampleur rapidement que je serais curieux qu'on ait encore cette discussion-là, même, j'allais dire dans 10 ans, mais dans 1 an, dans 5 ans. 2 ans. Je te réinviterai, ça va me faire plaisir. C'est intéressant à voir. Okay. Puis je le répète, je suis pas pro intelligence artificielle, mais en même temps, j'ai pas le choix. Moi, je m'amuse avec l'intelligence artificielle. Là. Je suis conscientisé. On entend parler beaucoup à quel point faire des montages photos, tout ça, que ça consomme beaucoup d'énergie, tout ça. Là, il faut faire attention avec ça. Mais de s'en servir à bon escient, moi, je trouve que c'est une technologie extraordinaire. Au même titre qu'une calculatrice quand ça a été inventé. Hein, là, on a pu faire nos exercices de mathématiques de la même façon. Hein. Je comprends. Bon, ben, je pense qu'il va falloir s'adapter à ça. Mais par rapport à la musique, par rapport à l'art, par rapport au dessin, c'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait une réflexion de société, en fait, là-dessus. Oui, okay. Ça, c'est sûr. Mais... Parce que c'est au niveau de la société qu'on va décider si on considère ça, entre gros guillemets, comme de l'art. Ouais. Okay. Mais je suis curieux. Puis moi, je trouve que ça peut être amusant comme ça peut être épeurant. Il faut juste suivre ça. Okay. Ça me tente qu'on jase de toi, Simon. Oui. Ça commence déjà à faire l'état dans quelque chose c'est de parfait. Très non, mais hey, écoute, moi, je trouve ça parfait. On échange des idées. On parle du mot art de plein de facettes. Fait que moi, ça fait mon bonheur. Mais ça me tente de savoir, si tu avais à te décrire, tu viens d'où? T'es qui, toi, Simon? Puis qu'est-ce qui t'a porté vers l'art dans ta vie? OK. On va faire un retour en arrière. Ouais. Parce que j'ai lu récemment, j'ai la chance d'être dans un groupe dans lequel tu m'as ajouté que tu parles de ta biographie. Ben, tu fais une certaine biographie. Ben, en fait, j'ai fait, pour mettre les gens en contexte, c'est un travail très introspectif que j'ai fait. Puis c'est pas, je suis pas en train de dire que ma vie mérite d'être lue ou quoi que ce soit. Puis ça sera pas sur les tablettes. Hein, non. C'est vraiment un travail que j'ai fait pour moi d'abord. Puis après, je l'ai fait lire à ma famille. Puis là, je suis rendu un petit peu plus large à le faire lire à des gens qui sont proches de moi. Point à la ligne. Dans la plus grande simplicité. Oui. Je parle, puis c'est comme un peu comme un journal, en fait. Ouais. Je parle de mon parcours. Puis, mais c'est pas, ça sera pas dans les bibliothèques ni dans les librairies. Mais la raison pour laquelle, oui, c'est ça. La raison pour laquelle je le mentionne, je vais paraphraser parce que j'ai pas la phrase en tête, mais à un certain chapitre, puis je l'ai pas encore lu au complet, mais je le vois passer de temps en temps. Puis tu as mentionné, puis je vais paraphraser, excuse-moi, mais j'ai compris que je voulais travailler dans le monde artistique, mais comme une oreille attentive, comme une épaule de support. Ben là, je paraphrase beaucoup. Ça me tente qu'on jase de justement ton histoire personnelle, individuelle, puis qui en a mené à ça. Ben, en fait, tu vois, ce que tu viens de dire, ça rejoint quand je parlais tantôt de mes valeurs, puis que je choisissais mes projets en fonction de tout ça. Ce qui est totalement le cas. Puis, c'est ça. Fait que, tu vois, on est en train de... Je vais juste faire un lien, qu'est-ce qu'on parlait par rapport à l'intelligence artificielle. Oui. Que je disais que je prendrais, en tout cas, en date d'aujourd'hui, je ne prendrais pas de projet fait par l'intelligence artificielle parce que ça ne rejoint pas mes valeurs. OK? Mm-hmm. Ouais, fait que, c'est là qu'on en est, même si c'était bien fait. Ça ne veut pas dire que j'en consommerais pas, mais j'en ferais pas la promotion, en tout cas. Je comprends. Ça, c'est sûr. En date d'aujourd'hui. On s'en parle dans 5 ans. C'est parfait. Mais, si on monte dans le temps. OK, moi, j'étais un gars début quarantaine. J'ai grandi en campagne.
J'ai grandi à Saint-Thomas-de-Joliette, dans la Naudière. Et puis, je viens d'une famille où j'ai un papa qui... là, je rentre dans la base, là. Vas-y. J'ai un papa qui était pas très axé sur les arts, vraiment, mais qui soutenait toujours ma mère, qui, elle, était une musicienne. Ma mère était l'organiste du village à l'église, qui dirigeait des chorales, qui faisait des pièces de théâtre, qui était toujours l'organisatrice du village. Du village en premier, puis de la région. De la paroisse. De la paroisse, oui. Puis ma mère, elle a fait un groupe vocal qui s'appelait à l'époque Groupe Cœur à Cœur, qui réunissait vraiment des gens de tous les villages puis les villes environnantes là, dans la région. Okay. Et puis, c'était des spectacles... Cœur à cœur était écrit comment, excuse-moi? Cœur comme un cœur de chant, à cœur comme un cœur l'organe. Okay. Et puis... c'est ça, c'était des spectacles de musique populaire, en fait. Fait qu'ils chantaient évidemment pas de cahiers, il y avait des chorégraphies, il y avait des mises en scène, puis c'était des chansons. Ça a commencé avec des succès de Martine Sinclair, puis Sweet People, puis la compagnie créole. Puis ça a évolué. Puis le dernier spectacle qu'ils ont fait en 2009, que j'étais plus impliqué à l'époque, ben là, tu tombais dans du Alfaro Coco, puis du Tricot Machine, puis du Dumas, puis c'était vraiment beaucoup plus... c'est ça a suivi les époques, là, parce que c'était un groupe qui a duré plusieurs années. Puis moi, j'ai grandi avec... la chorale, elle a été fondée l'année de ma naissance. Oh, OK. Fait que moi, j'ai grandi avec ça en voyant ma mère organiser ça puis planifier tout ça. Puis je la voyais organiser puis réunir les gens par rapport à la musique. Puis c'est ce qui probablement qui m'a attaché beaucoup à la musique francophone puis la musique d'ici. Ça, c'est indéniable. Puis ça, je lui dois beaucoup par rapport à ça, parce que définitivement, ça m'a forgé quand je regardais des émissions de variété, des télétons, des talk shows à la télé. Je reconnaissais des fois les chansons que la chorale avait fait ou des artistes qui étaient reliés à ça. Puis là, tout de suite, ça m'a amené à découvrir le milieu artistique. Et puis, à un moment donné, il y a eu un déclic. J'étais chez mon oncle puis ma tante dans un chalet à Sainte-Mélanie où il se passait pas grand-chose, qu'il y avait pas d'enfants du tout. Là, c'était un peu... même si je les aimais beaucoup, c'était un peu ennuyant pour un enfant de mon âge. Et puis là, ma tante qui a voulu bien faire, elle me met un petit plat de chips, elle m'amène dans sa chambre, puis elle dit, regarde la télévision ici, tu vas pouvoir être tranquille. Mais évidemment, un dimanche soir à 7h, il n'y a pas de Canal Famille, puis il n'y a pas de Vrac TV à l'époque. Non. C'est que il y a rien d'autre que le gala de la disque. Ah! Ce soir-là. Ça a tombé comme ça. Ça a tombé, mais je connaissais pas ça. Et puis là, je regardais, puis je trouvais ça tellement intéressant parce que là, j'étais capable de faire le lien avec plein d'artistes tranquillement, je connaissais. Tout le monde était au même endroit. déjà entendu dans le choral. Oui. Okay. Tout le monde était au même endroit, au même moment. Et puis là, moi, je fais des liens qui sont assis avec un gérant. Oh, OK. Puis avec des gens autour d'eux. Puis moi, là, j'ai fait comme oh. Puis là, je me suis mis à suivre d'autres affaires. À un moment donné, il y avait des magazines qui sortaient après ça sur le gala de la disque qu'il y avait eu le dimanche d'avant. Puis j'ai demandé à ma mère de les acheter à l'épicerie pendant que... au lieu demander de m'acheter une boîte de céréales, ben elle m'a acheté des magazines. Puis après ça, elle m'a acheté des cassettes. Puis elle m'a acheté je regardais des émissions comme Top Music, qui était une émission de palmarès radio. Puis là, tout ça s'est enchaîné. Puis là, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, ce milieu-là, et ça me parlait. Je savais pas. Moi, je voulais être l'ami des artistes. Je voulais pas être un chanteur. Je voulais pas être dans la télé. Mais je me suis dit, oh mon Dieu, je veux accompagner ces gens-là. Okay. Ben, tu sais, un enfant, il dirait pas accompagner, là, c'est un mot trop grand. Non, excuse-moi. Mais il veut être leur ami. Je comprends. Il veut être leur ami, puis... Tu le mentionnes comme c'est arrivé dans ta tête à cette époque-là. Je voyais les génériques, puis je me disais, j'ai pas ma place. J'ai pas ma place là-dedans. Je me dis, ils sont chanceux. OK. Pourquoi tu pensais que t'avais pas ta place là-dedans? Je sais pas, on dirait que les liens que j'avais, c'était toujours des gens qui étaient connus parce que c'était le... Tu vois, Renan Angélil, qui était avec Céline Dion à l'époque, ben, tu sais, moi, je me disais, ben, c'est un ancien chanteur. Il était dans les Baronnets. Je voyais Véronique Cloutier qui faisait des chroniques à la télé. Je me disais, ben, c'est la fille de Guy Cloutier. OK. Je faisais toujours des liens que c'était... inaccessible. Ouais, c'était réservé à une élite ou je sais pas. Puis... ça a resté même longtemps dans ma vie, jusqu'à temps que je fasse partie des journaux étudiants, puis je fasse des entrevues avec des artistes, puis je fasse ça c'est au secondaire, puis à un moment donné, je suis allé étudier au cégep en arts et lettres. Okay. Parce que mon but à moi, à ce moment-là, c'était de devenir un chroniqueur culturel comme Sébastien Benoît à Flash. OK. Avec le micro jaune. Moi, je voulais faire ça. J'étais jeune à ce moment-là, fait que j'ai pas l'image en tête, mais j'étais un peu plus jeune que toi, Simon. Imagine à l'époque. Et puis, parce que je me disais, c'est la façon la plus facile pour moi d'être
proche des artistes. C'était ce cours-là. J'ai détesté ça. Je me suis dit non, c'est trop, je veux pas être de l'avant. Ah, c'était encore trop de l'avant pour toi. J'étais trop gêné, j'étais trop intimidé par tout ça. Ça reste de même. Puis à l'époque, je travaillais chez Walmart. Je développais des photos, je travaillais dans le rayon des jouets. En tout cas, j'ai fait plein d'affaires chez Walmart. Fait que moi, ça me disait, ben, écoute, ça milieu, je vais continuer d'acheter des CD, puis je vais continuer d'aller voir des spectacles. C'est ça le plus proche que je vais être des artistes. Puis non, à un moment donné, j'étais dans le métro, je m'en allais au Franco de Montréal. Puis j'étais dans le métro, puis je vois une affiche de l'école du show business, qui est une école qui n'existe plus aujourd'hui, mais qu'à l'époque, c'est ça qui nous amenait à plein de métiers. On pouvait être gérant d'artistes, directeur de tournée, éditeur, relationniste de presse. C'était-tu le même cours pour tout le monde, puis tu choisissais après, ou à l'école? Il y avait des cours techniques, mettons, être éclairagiste ou sonorisateur, puis il y avait des cours que ça s'appelait... Mon cours à moi, c'était agent de commercialisation en production artistique. Très précis comme titre. C'est un mot assez large qui englobe beaucoup de choses, mais qui m'a toujours pas rassuré quand je suis rentré, dans le sens que je me disais, mon Dieu, mais encore. Oui. C'est comme le cours stratégie de production culturelle et médiatique à l'UQAM. Ouais. Puis là... Tu sais ce que ça veut dire, mais ça veut tellement dire de choses. Mais en même temps, ça trouve des portes, c'est ça. Puis le premier cours qu'on a eu, l'enseignante, elle pose la question aux élèves, puis elle dit, dites-moi ce que vous voulez faire quand vous allez avoir fini votre cours. C'est quoi votre objectif? Là, moi, vu que mon nom de famille, c'est R, fait que j'étais dans les derniers à passer, on était tous en ordre alphabétique. Puis là, je les écoutais parler, puis c'était tellement clair qu'est-ce que tout le monde voulait faire. Il y en a une qui disait, moi, mes filles veulent chanter, je veux être leur gérante. Un autre qui dit, moi, je veux être éditeur. Moi, c'est sûr que je vais accompagner les artistes en tournée. C'est sûr que un autre qui dit, moi, je veux être relationniste de presse, puis c'était assumé, puis je me dis, oh mon Dieu. Toi, tu connais même pas encore tous ces titres-là. J'ai aucune idée. Mais puis quand il est venu le temps, moi, j'ai dit, moi, je sais qu'est-ce que je sais pas ce que je sais ce que je fais ici. Je sais pas ce que je vais faire. Mais je sais que je me suis pas trompé. Puis j'ai dit pour ça, je dis j'ai touché à tout. Oui. Puis j'ai une petite expertise en fait dans beaucoup d'affaires. Plus en promo, mais quand même, je sais de quoi je parle dans beaucoup de sujets du milieu. Puis effectivement, je pense avec beaucoup d'humilité que je suis je suis le seul des étudiants qui est encore dans le milieu aujourd'hui. Ah ouais, de ta cohorte du moins, du monde que tu as connu. C'était trop, de ma cohorte. C'était dessiné. C'était dessiné dans le ciel, c'est ça, j'allais faire ça. Puis moi, j'ai accepté de faire beaucoup de stages, beaucoup d'événements. J'ai fait du vestiaire dans justement des galas de la disque. J'ai vendu des t-shirts dans des spectacles. J'ai fait toutes sortes d'affaires. J'ai vraiment commencé en bas de l'échelle. Puis j'ai fait mon expérience de petit peu à petit peu. J'ai pris tout ce qui a passé. Fait que oui, je travaillais, j'avais un job à temps plein, mais je m'organisais avec les soirs. Effectivement, je demandais des congés, j'acceptais. J'avais pas d'auto à l'époque. J'ai pris l'autobus de Joliette pour venir à Montréal. J'ai fait tous les sacrifices que je pouvais. J'ai fait aucun compromis. Je me suis organisé pour que ça marche. Puis ça a marché. Probablement pour les efforts, mais certainement pour la passion. Oui. Je pense que c'est c'était quoi ta passion, en fait? Parce que là, je t'entends dire, mettons que je retourne, je veux être l'ami des artistes ou je veux accompagner les artistes. Moi, je veux dire, j'ai encore pas grand-chose de sorti publiquement en tant qu'artiste, mais je me considère comme artiste parce que ma passion et ça, pourquoi je travaille tranquillement, c'est à travers l'art, tu sais. Je crée dans mes temps libres, je me donne des moments aussi entre gros guillemets, de travail pour créer. Toi, la passion de ça, c'est quoi? Dans le sens que si quelqu'un est passionné par un sport, le basketball, on s'imagine ce qu'il fait, pour avancer vers ça. C'est dur à dire, mais je vais être hyper transparent avec toi. Là. Ça a commencé par le rêve, en fait. C'est ça la passion. C'est de voir à quel point les artistes rêvaient puis de pouvoir participer au rêve de quelqu'un. C'est ça ma passion. C'est au-delà de la musique. C'est au-delà de l'art, tu sais, ironiquement, là, même si ton podcast fait référence, mais c'était plus grand que ça. T'avais une ruée vers l'art, quand même. Totalement. Même si c'était pas pour être artiste. Tellement. T'étais appelé par ça. Moi, là, mon plus gros plaisir, je parlais de magazines, puis de télétons, puis d'émissions de télé-variété, puis moi, je me promenais, j'amenais à l'école, là, au primaire, là, j'amenais toujours ma petite valise brune de cassettes. Puis
ma mère, elle me disait, pas avec ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas t'en faire voler? Il n'y a pas de radio à l'école. Non, c'est ça, tu pourras pas l'écouter. Puis c'était pas pour les montrer, j'étais pas prétentieux, je montrais pas ça, mais c'était mon trésor. J'avais ça avec moi. Comme un toutou. Comme une doudou. C'était important. C'était important. Puis moi, à Noël, à ma fête, c'était sûr que c'était des cassettes. Puis c'était des cassettes en français. Ça, c'était important. Ouais. Je veux vouloir qu'on saute là-dessus éventuellement, parce que même au début, tu disais que tu appelais dans les radios francophones du Québec. Ouais, je travaille avec des projets anglo pareils, là. Mais dans les radios francophones. OK. Fait que, de un, c'est parce que le podcast n'est pas en anglais, parce que je serais pas là. Je suis pas assez bon. En fait, je maîtrise, je suis capable de partir en voyage, mais je suis pas du tout bilingue au point d'avoir une conversation fluide. Je comprends. Tu sais, ça serait dégueulasse. I hear what you say, Simon. C'est pire que ça. Yes, no toaster. OK. Pourquoi le français? C'est parce que justement, t'es moins à l'aise en anglais ou il y a une certaine partie, je veux dire, revendicatrice ou importante? Ça a commencé avec les fondements, tu sais, comme je te parlais tout à l'heure de la chorale. Oui. Quand je voyais c'était du pop francophone. C'était de la musique francophone. Okay. Puis il n'y avait pas d'autre chose que de l'art du français. Puis ma mère, elle écoutait beaucoup de musique en français. Après ça, comme je te dis, ça a commencé beaucoup avec le gala de la disque. Quand j'ai regardé, évidemment, c'était du francophone. Puis quand j'ai commencé à regarder des magazines, quand ça s'est enchaîné, les séjours à l'époque, puis c'était du francophone. C'était oui. En fait, c'était beaucoup le star system québécois. OK. Ouais. Puis à un moment donné, ça a fait que j'avais des connaissances par rapport au star system. Je connaissais tout le monde, je connaissais les noms, j'avais 9 ans, je suis capable de te répondre c'était quoi le hit de l'année 1978. J'étais capable de nommer des artistes qu'un jeune de mon âge ne pouvait pas connaître. Ça se pouvait pas. Fait que tout le monde trouvait ça drôle. Ma famille m'appelait Édouard Rémy, qui était une référence du patinage dans l'époque. Parce que c'était lui qui était le propriétaire des co-vedettes dans le temps. Parce que je connaissais trop tout l'univers artistique. Puis j'aimais je me faisais des listes même de comédiens, je me faisais des listes d'humoristes. Pour moi, le star system québécois, il était important, il était beau, j'aimais voir on n'avait pas besoin des autres. Oui, OK. Puis en fait, à l'époque... Tu le voyais, ça, qu'on n'avait pas besoin des autres. Ouais. OK. Ouais. Puis à l'époque, je trouvais que... C'est ça que je trouve un peu dommage aujourd'hui. Je trouve qu'on a perdu un peu le star system. OK. Ça, c'est un peu ma petite déception. Là, ce que tu veux dire par star system, parce que je comprends le terme quand tu le dis, mais mettons que... c'est relié beaucoup à la réalité des médias aujourd'hui. Là, quand tu regardes une émission de télé, il n'y a plus d'émission de variété. Dans le temps... je remonte toujours à 30 ans, là, mais c'est quand j'écoutais la télé puis je pouvais découvrir des artistes, j'avais Adlib, j'avais Sonia Benezra, j'avais Musique Plus, j'avais Musimax, j'avais il y avait 8 télétons où il y avait un artiste à toutes les 5 minutes qui allait chanter. Il y avait des émissions de vidéoclips, il y avait des émissions de lip-sync, il y avait toutes sortes d'affaires. Fait que le Star System, c'est quoi? C'est dans les médias... c'est les médias qui créent le Star System. C'est ça. C'est dans le fond créer dans les médias l'opportunité de voir des stars. C'est ça qu'on peut dire le Star System? En tout cas, des visages connus. OK. C'est pas des stars là, pour moi, c'est des stars, on disait ça, oui, on disait des stars là, mais c'est pas nécessairement des je veux dire, c'était pas tout le monde qui était des Céline Dion là. Non. Mais on les connaissait. OK. On associait le nom à la chanson, puis on associait la chanson à l'artiste. Un visage. Okay. Ce qui est plus le cas aujourd'hui, malheureusement, parce que comme je disais tout à l'heure, il y en a tellement. C'est sûr que les médias suivent plus, mais en plus de ça, je trouve que ça, c'est quelque chose que je trouve regrettable. Je comprends, mais je trouve ça regrettable quand même que les télés, des fois, c'est des questions de budget, mais en même temps, le budget, ils n'ont pas de misère à le mettre à d'autres places. Ouais. Mais c'est qu'on n'entende plus de musique à la télévision. Quand on en entend, je trouve tellement des concepts, comment dire, de l'univers tellement beaux. Je trouve que c'est des émissions importantes. Mais c'est pas là qu'on va découvrir des chansons, ou en tout cas très peu. C'est là qu'on va entendre des souvenirs. Ça va être des chansons qui ont marqué l'imaginaire de quelqu'un qui va être là. Parfois, on va faire des découvertes quand même, mais c'est à peu près la seule émission en ce moment où qu'on va vraiment faire de la découverte. Qu'on va faire de la découverte, mais qu'on va entendre de la musique. Oui, OK. Il y avait un petit peu Belle et Bomme, mais là, les saisons sont réduites d'année. C'est ça, hein? OK. Là, tu vois, ils n'en ont pas fait cet automne. Ça va commencer à l'hiver. Perdu une moitié d'une saison. Je parlais des télétons. Il y en a
Enfant soleil, c'est à peu près ça. Alors qu'à l'époque, il y avait la dystrophie musculaire, les maladies infantiles, Enfant soleil, le Téléthon Jean Lapointe, je pourrais t'en nommer plein. C'est pourquoi que l'argent, il y en a moins. Parce que les gens ne l'écoutent pas parce qu'ils peuvent écouter Spotify, YouTube et autres. Je pense que ça vient du fait que... Parce que ça coûte cher réaliser en fait, une émission la réalité, musicale. c'est qu'il y a des associations qui... je suis pas en train de dire que c'est pas une bonne raison. En fait, des associations qui défendent les artistes, comme l'Union des artistes, puis l'Association des producteurs, la Guilde des musiciens, tout ça, qui maintenant, à un moment donné, eux autres, leur travail, c'est de faire respecter les droits des artistes. Donc, il y a un salaire minimum qui est accordé aux artistes, aux musiciens, et des droits d'auteur à payer, des droits de production, des droits... Il y a toutes sortes de droits à payer partout. Puis, fait que ça coûte cher. C'est sûr que ça coûte cher, mais comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être juste qu'ils l'investissent pas au bon endroit. C'est peut-être juste un peu mon état d'esprit. Puis je me dis en ce moment, ben, je trouve que ils ont un gros pouvoir, les médias en ce moment. Puis là, je parle beaucoup des télés, mais je pense aussi aux journaux. Où ce que moi, quand j'étais jeune, ben, j'étais content de lire le Cahier Week-end du Journal de Montréal. Je trouvais ça le fun, puis il y avait plein de pages, puis que c'était des artistes que j'allais découvrir. Il y avait des artistes connus, un petit peu moins. Puis aujourd'hui, ben, les pages sont réduites de plus en plus. Il y a plus de pages pour des mots croisés que de pages pour... c'est vrai. Puis c'est ça que je trouve dommage. Même chose avec la presse. Hein. La presse, tu sais, c'est plus niché. Il y en a encore, mais ça, c'est juste sur le web. Tu sais, je trouve que sur Internet, on va être beaucoup plus dans les sites à potins. On va parler plus des résultats des couples qui se séparent, qu'on va entendre parler d'un tel a lancé un nouvel album. Tout ça, on est en train de le perdre. Puis ça, c'est sûr que c'est... En ce moment, je trouve que c'est ce qui nous enlève un beau star system au Québec. Est-ce que ça nuit à la culture musicale québécoise? Comme est-ce que toi... Qu'il n'y en ait pas? Qu'il n'y en ait pas, justement? Ben oui. Parce que il me semble que c'est comme si j'ai l'impression que l'excuse facile pour ce que tu mentionnes, ce serait, ouais, mais les artistes peuvent se faire découvrir de mille et une façons, que ce soit par les réseaux sociaux, les plateformes d'écoute. Mais oui, mais sont plongés dans le monde entier. C'est ça que j'étais pour dire. Là, je trouve, avant, là, tu sais, ce que je disais tout à l'heure, là, que t'as accroché là-dessus en disant, tu sais, tu reconnaissais qu'on n'avait pas besoin des autres. Tu sais, j'ai dit ça, moi? Tu disais que moi, j'avais dit ça. Tu sais, t'avais souligné ça, tu disais que très jeune, à un moment donné, je trouvais qu'on s'autosuffisait. Ah oui. Par rapport à la culture au Québec, on n'avait pas besoin des autres. Oui. Puis tu vois, aujourd'hui, ben, le jeune de 14-15 ans, puis il en consomme la culture, là. C'est pas qu'il en consomme pas. C'est juste que, de un, il ne reconnaît pas la valeur que la culture a. Il n'est pas habitué de payer pour quelque chose. Première chose. En effet. Deuxièmement, il va aller sur TikTok, il va aller sur YouTube, mais avant de tomber sur une page québécoise, puis quelqu'un qui va chanter en français, il va tomber sur combien de pages, des choses virales, mais des virales en Europe. Internationales ou américaines, britanniques. Fait que, à moins de suivre un compte québécois, encore faut-il qu'il le découvre et qu'il s'y intéresse. Je trouve que c'est ça. Alors, je vais te rend poser... plus la culture aussi présente dans la tête des gens. Okay. Des jeunes surtout. Je vais te poser une question assez simple. Simon, à ton avis, comment sauver la culture québécoise? C'est très simple, voyons. J'ai la réponse. Est-ce que les gens sont moins intéressés qu'avant, à ton avis, envers la culture québécoise? Ou la musique québécoise? Non. Ou c'est juste la découvrabilité? Non, c'est pas la découvrabilité. Je pense pas que c'est juste ça le problème. Je pense que l'intérêt se travaille. Moi, j'ai l'impression qu'on a perdu une génération. Laquelle? Celle qui est après moi. OK. C'est à partir de là, ça a cassé. J'ai l'impression, moi, je suis dans la dernière génération qu'on en consommait. Moi, je suis né en 82, fait que on dirait quoi, là? Non, je suis pas millénial. Je suis dans... je sais pas. Fin X, début... J'ai aucune idée. Juste ce que tu es en train de dire en ce moment, ça n'est pas dans mon vocabulaire. OK. Une idée. Mais c'est... en tout cas, faites le calcul, vous le direz, vous l'écrirez en commentaire. C'est ma génération qu'on a perdu? À ton avis? Je pense que c'est celle avant toi. Mais je pense pas qu'il y en a entre nous. C'est ça. Quel âge que t'as?
J'ai 26. Ben, il y a quand même beaucoup de temps entre les deux, là. Tu sais, je veux dire, oublie, mettons, des passes de telle génération et de tel âge à tel âge. On va l'oublier. Moi, je dirais, là, les 5-10 ans après moi, là, à un moment donné, les jeunes ont arrêté. Quand l'Internet a commencé, moi, je suis de la génération qui a vécu le avant Internet et le début d'Internet. OK. T'sais. Fait que moi, j'ai vécu ça, aller télécharger des MP3 sur Napster, là, j'ai connu ça. Mais toi, t'as pas connu ça. Non. Fait que tu vois, tu comprends, à un moment donné, moi, j'ai connu de consommer, d'acheter des CD, vraiment d'aller chez Music World à l'époque, chez Archambault, chez HMV, puis de triper puis de passer une heure dans le magasin à juste tourner des CD puis avoir du plaisir. Là. Les mettre dans ma chaîne pour l'écouter, pour savoir si tu l'as acheté. Ça, je l'ai vécu. Toi, tu l'as pas vécu. Ou très peu. À peine. Ouais, à peine. Ça va être des souvenirs lointains, là, pour toi. Là. Fait que c'est plus ma génération qui est. Ben, oui. Si j'imagine. Au final, peut-être. Je suis d'accord avec ça, mais je voulais juste savoir. Mais c'est dommage parce que, mais c'est là que je me dis, tu sais, l'Internet a le dos large. Ouais. Mais c'est sûr que l'Internet a fait mal à l'industrie. Autant ça peut, on peut dire que ça lui rend service en découvrabilité, comme tu disais tantôt, qu'il y a tellement d'artistes qui se sont fait découvrir grâce à ça. T'es un poisson dans l'océan, là. Ouais. Là, on parle pas de la culture en général. Là, je vais parler de la culture d'ici. Okay. Ouais. À quel point je trouve que ça l'a aidé à faire découvrir des choses à travers le monde? Oui. Oui. Mais ça n'a pas aidé à faire découvrir l'artiste qui travaille fort ici. Je trouve que c'est ça qu'on perd. C'est pas... Avant, on disait, c'est la faute à Star Academy, c'est la faute... Non, au contraire. Non, mais... Des émissions comme ça mettait de l'avant des talents. Puis on avait le goût de les consommer. La preuve, c'est que ces albums-là de Star Academy, puis les gagnants, ben ils en ont vendu des CD. Oui. Ils en ont vendu des CD. On revient à Maxime Landry, puis Wilfred, toute la batch avant. Ouais, c'est ça. Ben, je veux dire, mettons juste... Parce que c'est 2012, puis après ça, c'est 2021. Ouais. Fait que mettons que avant qu'ils reprennent. Encore 2012, je trouvais que c'était pas pire. C'était pas mal. C'est ça que je veux, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. C'est comme si ils l'ont arrêté en 2012, puis après ça. Ça a été. Ça a été La Voix qui a embarqué. Ouais, ben c'est ça. La Voix, c'est très typique de la consommation rapide. En fait, qu'on a vécu avec l'Internet. Pour quelle raison? Ben, dans le sens de consommation rapide, c'est que dans une émission de La Voix, ben on en passait 12, 13 artistes. Oui, OK. On s'attachait pas. Puis après ça, l'émission suivante, c'était 12, 13 il y avait un peu la télé-réalité. Ben, on adoptait 14 individus, puis on les suivait tous les jours. Là, avec La Voix, ben c'est sûr que là, c'est plus... Il y a plus de candidats. Il y a des semaines, des mois qu'on les voyait pas avant qu'ils reviennent à l'autre étape. C'est ça, je disais, c'est pas négatif, c'est une super bonne émission, mais c'est ça. C'est pas une émission qui aidait nécessairement à s'attacher à un artiste. Ouais, voilà. Ouais. Okay. Mais comment qu'on sauverait la culture? Il faudrait s'y attarder. On a combien de temps à ce podcast-là? On peut prendre le temps qu'on veut. Puis... Mais ouais, là, ça fait 1h10 qu'on parle à peu près. Et boy. Mais on peut se revoir dans le fond. Ben, faudrait. Mais dans un rêve utopique, là, je rêverais que justement que les gens c'est encore là, on peut pas contrôler. C'est comme je te dis, on a brûlé une étape. On a perdu les gens dans une autre étape, puis là, en ce moment, on a des conséquences. Fait que je vais pas... Ouais, je suis ce que tu dis. Je vais modifier ma question. Là, ma question, c'était comment sauver la culture, qui est un peu absurde parce que... Mais la culture va toujours se sauver par elle-même. Hein? Ben, c'est ça, c'est là où je m'en viens. En fait, tu sais, c'est un peu à la rigolade que j'ai dit, je te pose une question simple, mais si je te pose la question, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on sente que notre culture est en santé? Sentir que les gens donnent une valeur à l'art. Okay. Je pense que oui. Okay. Parce qu'en ce moment, moi, j'ai vécu de quoi, là déjà plusieurs années, déjà. Je faisais la gérance d'un artiste. On vendait des chandails après les spectacles, puis on vendait des CD. Parce qu'on n'avait plus des magasins, mais on avait toujours bien des spectacles. Okay, Puis il y a quelqu'un... peut-être un jeune ou une jeune de 17-18 ans, probablement, qui vient à table de merch, puis qui me demande, quand elle a vu les CD, c'est-tu gratuit? Puis là, moi, là, ça a fait comme un pow! J'ai fait comme, OK, ça veut dire que elle, sa génération, elle ne comprend pas la valeur d'un artiste. Elle est là, elle est en train de consommer un moment, mais elle n'est pas en train d'adopter un artiste. Ça veut dire qu'elle comprend pas les étapes, elle comprend pas, elle est pas en train de dire hey, cette personne-là, je vais suivre une carrière.
Elle était là parce que c'était le moment. Ça revient à l'idée de consommer du contenu puis de passer à autre chose. C'est de la surconsommation d'artistes. C'est ça que je trouve dommage. Mais c'est un peu tout ça qu'on fait présentement. Dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. Pas juste en musique. Ouais. Pas juste en musique. Ouais. OK. Mais écoute, c'est ça. Moi, je pense que les gens, il faudrait qu'ils recommencent à comprendre ce que c'est la valeur. Tu sais quoi, en même temps, là, tu vas aller chez Archambault là, aujourd'hui, puis il y en a encore des CD. Là. Faut que tu ailles loin dans le magasin, mais il va en avoir. Oui. Puis ça dépend quel Archambault. Ton CD, il va avoir le même prix qu'il coûtait en 1992. Nomme-moi une chose avec l'inflation, là, une chose qu'en 30 ans, là, qui n'a pas augmenté. La technologie. Mais la technologie est de plus en plus cheap. Cheap, mais la musique, elle l'est pas. On vend un CD pour un CD, tu sais. Oui. Ouais. Tu sais, on vend un CD pour un CD, tu sais, puis c'est la même chose, puis c'est du contenu, puis c'est des chansons, puis ça va dans le même lecteur, puis, tu sais, alors que ça aurait dû, normalement, soit augmenter ou baisser, mais on est toujours au même endroit. Fait que, tu sais, il n'y a pas de raison de dire hey, la musique, ça coûte cher aujourd'hui. Non, les gens, ils ont. Non, mais non. Ils vont s'acheter 12 Red Bull dans leur semaine, hein. Tu sais, c'est vrai, ou des bouteilles d'eau avec des électrolytes, puis tu sais, de l'eau qui est gratuite dans le robinet. Là. Oui. Mais ils vont payer pour de l'eau, puis ils vont acheter leur bouteille 3-4 $, un café chez Starbucks, puis tu vois, des abonnements à 12 plateformes. La culture, c'est la chose qui coûte le moins cher. Ouais, mais quand on leur demande pourquoi t'en achètes pas, ben pourquoi je paierais? Mais mais l'idée, c'est que justement, tout est tellement accessible de partout. C'est ça. C'est pour ça que je dis que j'espère que les gens vont recommencer à reconnaître la valeur de la musique. Ce jour-là, peut-être que des choses vont changer aussi. Mais le fait que, on en parlait un peu plus tôt, des gens peuvent faire de l'art dans leur chambre, peuvent le diffuser facilement. Ah, ça oui. Est-ce que ça fait... Tu sais, plus il y a de quelque chose... Moins il y a de rareté, plus le truc est abordable, souvent. C'est la rareté qui rend la chose... Oui. C'est vrai, ça tu mènes un monnayable. Point. C'est un bon point là-dessus. Ouais. Puis c'est pas pour défaire ton point, mais je réfléchis au fur et à mesure que tu as fait raison. que tu me parles. Je dis pas que c'est une bonne chose, mais je veux dire, si t'as appris à jouer de la musique, aujourd'hui tu achètes un kit à 200$ puis tu peux t'enregistrer dans ta chambre. Après ça, il faut que tu apprennes à mixer, masteriser et autres, mais... Il y en a qui ressortent du lot, il y en a d'autres que non. Puis... Je sais pas. En ce moment, c'est une question. Je vais peut-être faire des cauchemars cette nuit en pensant à ça. Là. Excuse-moi, Simon. C'était pas mon intention. Mais tu vois le paradoxe un petit peu quand tu me parlais de mes débuts, puis de mes rêves, puis tu sais, le petit gars, le petit Simon, tu sais, qui demandait qu'est-ce qui l'a amené à aller là-dedans, à quel point l'industrie, elle a changé, puis que des ballons ont été pétés aussi, tu sais, à travers tout ça. Mais je suis encore là. Oui, mais je pense que ce que tu fais, t'aimes ça, là. J'aime ça, mais au-delà de tout ça, c'est que j'y crois encore. Puis je crois encore aux rêves des artistes. Tu sais, tantôt, je disais, c'était ça qui m'allumait. C'est encore ça qui m'allume. Puis quand je travaille avec un artiste, même si je vois que l'artiste, à un moment donné, tu sais, quand il faut qu'il me paye, puis ça, ma valeur à moi est bonne versus lui, c'est qu'est-ce qu'il reçoit, tu sais. Oui. Puis à chaque fois, je me dis comme... lui, là, puis ils n'ont pas tous des subventions. Puis s'ils se fient au stream, ils seront pas riches à la fin du mois. Puis on essaie de trouver des façons qui fassent des spectacles ou qui jouent sur des radios plus payantes. Mais mon Dieu, que des fois, je trouve ça difficile pour eux. Mais je trouve ça encore beau qu'ils y croient encore puis qu'ils en font encore. Que la musique survit à tout ça. C'est pour ça que je te dis, l'art, tu sais, comme dans Jurassic Park, ils disent la vie trouve toujours son chemin. Oui. Ben, l'art va toujours trouver son chemin quand même, puis va continuer d'exister, peu importe la vie, l'évolution de la vie, puis l'évolution de la technologie. Ça va survivre. Je suis convaincu. De d'autres façons qui clairement sera pas la même que moi j'ai vécu à l'époque. Puis je veux surtout pas avoir l'air du gars qui dit hey, dans mon temps. Non, c'est ça. Mais, ça, je l'ai compris. Ouais. D'ailleurs, tu vois, à l'inverse, tantôt quand on parlait d'intelligence artificielle, tu vois. Même c'est ça. Un peu le même discours. C'est un discours qu'à un moment donné, ça avance puis il faut s'ajuster, mais est-ce que je trouve ça déplorable? Ben tout à fait. Ça, c'est sûr. Je m'étais noté une question qui a plus tard rapport. Mais je suis quand même curieux de la réponse. Ouais. En tant qu'artiste, est-ce qu'on gagne plus à être aimé par le public ou par nos pairs, musiciens autres, musiciens ou dans l'industrie?
C'est une drôle de question un peu, mais elle m'a popé tantôt. Non, mais c'est une bonne question. Puis je me dis, tu sais, je pense à des artistes qui sont connus, mais qui jouent dans des bands de d'autres, ou qui sont pas encore très connus, mais qui se font aimer par l'industrie. Tu sais, toi, tu parlais de valeur tantôt et tout. Ouais. Il y a beaucoup d'artistes qui sont encore là parce qu'ils ont été gentils. Ouais. Tu sais, quand on parlait de valeur puis de personnalité, tu sais, que c'est pas des révolutionnaires, mais qui ont juste comme été agréables et ils ont encore leur place. Mais, tu sais, je regarde des artistes qui sont super mainstream, là, tu sais, qui sont... qu'on voit partout, justement, à la télé, à la radio, tu sais, puis on a l'impression des fois c'est toujours un peu les mêmes. Puis ceux-là, ben c'est ça, c'est parce qu'ils savent le public est vraiment sur eux autres, puis ils vendent des billets, puis tu sais, ça marche bien. C'est pas eux autres qui sont tant aimés des pairs, tu sais, les pairs vont aimer les succès critiques, vont aimer tu sais, l'industrie à un moment donné va aimer aussi ça un petit peu les artistes un petit peu plus de gauche. Puis ils vont bouder souvent ceux qui sont... mettons le pop commercial. Les gens, la musique du peuple, là, si on veut. Là, t'sais. Puis tu sais, Caïn, à l'époque, il avait beaucoup dénoncé ça en disant, tu sais, nous autres, on n'est pas aimé des critiques, mais on est aimé du peuple, puis on fait des tournées, puis on vend des disques, puis on joue à la radio. Versus un artiste, à un moment donné, qui a peut-être une super belle critique, puis qui vendra pas, puis qui fera pas de show. T'sais. Fait que je pense qu'à un moment donné, tout est une question de... Moi, je suis pour... Ma réponse, là, ça va être, je suis pour à 10 000 % un artiste qui reste intègre toute sa vie. Okay. Parce que les artistes qui font de la pop, là, puis du mainstream, là, qui s'y aiment ça, pourquoi qu'ils iraient faire de quoi juste pour plaire à des critiques? Ça serait bien plate qu'ils vont gâcher leur vie, puis ils vont gâcher leur carrière à faire quelque chose qu'ils n'aiment pas. Mais l'inverse est aussi vrai. Absolument, c'est là que je m'en allais. L'inverse, là, tu sais, à un moment donné, un artiste qui se force à faire des hits pour la radio, et il y en a eu, hein, il y a beaucoup d'exemples qu'on nommera pas. Puis des fois, ils l'ont fait pour rien, parce que ça n'a pas plus avancé leurs affaires. OK. Puis c'est certainement pas les chansons qui ont le plus marqué. Je pense que les deux sont valides tant que tu restes intègre. Ils ont chacun leur bon côté. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant, ça. Okay. Ouais. Tu disais plutôt qu'on peut pas débattre de l'art, mais tu penses-tu qu'il y a de l'art plus intéressant? Tu sais, la musique, là, c'est ça. C'est un divertissement. Ce qui compte, c'est que tu sois diverti. OK. Si en plus, il y a un bonus et que ça devient intelligent, tant mieux. Mais la musique, ça divertit. Mais c'est un divertissement. Ben, je pense que oui. Ah oui? Ben oui. OK, là, on pourrait repartir, là, mais... Ben oui. En fait, qu'est-ce qui te... Tu sais, tu peux être ému, tu peux être touché, tu peux être dérangé. Ouais. Mais c'est la base de la musique, tu sais, à un moment donné, au moment où tu l'écoutes, c'est pour te divertir, te changer les idées. Tu l'écoutes dans un état où tu as du temps. À un moment donné, tu vas avoir des spectacles parce que c'est un divertissement, aller voir un show aussi, tu sais. Ah, mon Dieu, ouais. Ben, j'imagine que pour beaucoup de personnes, c'est ça. C'est comme si j'ai l'impression que la musique est tellement ancrée. Mais en même temps, je veux dire, je suis pas la référence du grand public. Mais comme le cinéma, tu sais, le cinéma est un divertissement. Tu sais, à un moment donné, tu vas avoir des films cultes qui vont te parler pour le reste de ta vie, puis tu vas avoir des valeurs qui vont t'avoir parlé, puis que tu vas l'écouter 3000 fois le même film. Mais ça reste que c'est un divertissement. Tu sais, à un moment donné, c'est du show business. C'est du show. À un moment donné, c'est important le mot show dans le show business. Là. À un moment donné, t'as besoin d'être diverti, t'as besoin d'avoir du fun. Mais je pense que c'est ça que j'oublie un peu ces temps-ci. Je pense que je suis tellement, juste pour t'expliquer mon état de pensée pour que tu comprennes ce que je veux dire, je pense que je suis tellement à fond dans essayer de comprendre que ça n'est même plus du divertissement souvent. Pour moi. Parce que je suis tellement dans l'analyse. Mais en même temps, c'est quelque chose que j'aime. Mais en tout cas, il faut que ça le redevienne. Je te souhaite que ça le redevienne. C'est ça. Ben, merci. Je pense que ça va être ça que ma mission. C'est beau, la musique. Ouais. Moi, pourquoi je suis encore là? Tu sais, avec tout ce que je t'ai raconté, tous les dérangements par rapport à l'industrie, je serais plus là si j'étais pas encore diverti puis si j'étais pas encore passionné. La passion vient de tout ça, là. C'est intéressant. Ça déconstruit, mais ça m'aide à déconstruire, en fait, des... Tu sais, ton but en faisant la musique, c'est d'avoir du fun, puis de donner du fun aux autres, tu sais, d'une certaine façon. Peu importe le style musical que tu fais. OK. Je comprends. Puis comme je te dis, si en plus ça les fait réfléchir, ça les dérange, ça les perturbe, peu importe, le but, c'est d'avoir un contact, puis d'avoir... Mais tu vois, tu le dis justement, si ça perturbe puis que ça dérange, c'est là où pour moi, la musique n'est pas nécessairement un divertissement, mais que ça peut être une... Je pense que pour moi, la musique est beaucoup une façon d'avoir une introspection ou de faire vivre une introspection. Et donc, c'est là où, moi, ça se divise du divertissement.
Je pense qu'il n'y a pas... mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais je pense qu'on va trop loin dans cette discussion-là parce que ça marche. je pense pas que c'est fait pour être si réfléchi. C'est parfait. Mais je suis content de te l'entendre dire. Je pense que ça va m'aider. Ben, je pense que tu as besoin de le vivre, puis tu vas le vivre de la façon que tu veux. T'sais, parfait. C'est ça l'art, à un moment donné. Tu vas regarder, tu vas te promener dans un musée, là. T'sais, comme je reviens sur le comparatif avec les toiles, puis ça. Tu vas te promener, là, puis tu vas voir des toiles que tu vas dire comme, ben oui, c'est beau, les couleurs sont belles. Puis il y en a d'autres que tu vas dire, oh mon Dieu, ça me touche. La démarche du peintre, elle est incroyable. À un moment donné, je ressens l'émotion qu'il avait lorsqu'il l'a peinte. C'est vraiment beau. On voit que les personnages se parlent dans la toile. Puis ça veut pas dire que celui qui a juste trouvé les couleurs belles a pas aimé la toile. Il a juste pas de la même façon, vécu de la même façon. Mais chose certaine, il est allé au musée puis il a eu une belle journée. Parfait. T'sais, fait que c'est ça. Tout le monde vit son art à sa façon. Oui. Puis c'est ça l'important. C'est d'en consommer aussi. Je pense que cette conversation-là va m'aider à sortir un peu de ma tête et de suranalyser tout le temps. C'est ce que je me souhaite, du moins. Et toi, Simon, qu'est-ce que je te souhaite? Vers quoi est-ce que tu vas te ruer artistiquement? Ben, en fait, c'est deux questions, mais ta question principale, qu'est-ce que je me souhaite? Je me souhaite de rester passionné malgré tout ça. Malgré les technologies qui avancent, malgré que ça devient un combat d'espérer que les gens consomment plus de musique, de pas être en guerre contre les médias, d'être ensemble là-dedans, de se battre ensemble, parce que les médias, ils ont leur bataille eux autres aussi. Hein. Tu sais, les radios, ils se battent contre le streaming, les cinémas puis la télé se battent contre les Netflix de ce monde. Tu sais, tout ce qui est de l'art en ce moment... je trouve qu'on aurait toute tendance ensemble à avancer dans la même direction puis d'essayer de s'allier plutôt que de... Ça, c'est pas... Je trouve qu'il y a un manque de solidarité collective entre les médias puis les arts ensemble. Je trouve que ça pourrait être mieux. Un manque de synergie ou de... Je pense que oui. Je pense qu'en ce moment, tout le monde se bat pour avancer, mais chacun dans son coin. Okay. Fait que je souhaite souhaitons ça. Une unification puis d'être capable d'unir nos forces. Ouais. C'est bien dit. Super. Merci, Simon. Merci à toi. Pour ce moment. Ça fait plaisir. Et 2 heures plus tard. C'est souvent ça. C'est bon. Hey, mais parfait. Un sincère merci. Ouais, on est allé dans des gros sujets, je pensais pas ça. Non, tu pensais que j'étais plus simple d'esprit ou? Ben, je me dis, il va me demander mon parcours, il va me demander qu'est-ce que je fais dans la vie.